le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 6 juin 2022, première sortie de la page internationale pour cette semaine. Avec vous en direct depuis la capitale des grandes universités du monde, de la Newsroom, Ealichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Smith Jean-Julien, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Massacre au Nigeria. Des hommes armés munis d'explosifs ont ouvert le feu dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria dimanche, faisant des dizaines de morts. Voici un reportage à signer Africa News. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria dimanche, faisant des dizaines de morts selon des législateurs de l'État d'Ondo. C'est incroyable que quelqu'un vienne avec l'intention de tuer tout le monde dans une église. Ceux qui s'enfuyaient se faisaient tirer dessus de l'extérieur et ceux qui étaient à l'intérieur se faisaient tuer dessus au sein même de l'église. Ils ont jeté de la dynamite pour faire sauter l'autel jusqu'au sanctuaire. Seul le mal en personne peut faire ce genre de profanation. Les assaillants ont pris pour cible l'église catholique Saint-François-Xavier, alors que les paroissiens commémoraient la Pentecôte. Jusqu'alors, les autorités n'ont pas publié de bilan officiel, mais le représentant fédéral de la circonscription d'Owo a déclaré qu'au moins 50 personnes avaient été tuées. Direction la Russie. La Russie a fustigé lundi comme inconcevable et hostile la fermeture par 3 pays européens de leur espace aérien pour l'avion qui devait emmener en Serbie le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, visé par des sanctions européennes en raison de l'offensive en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Sergei Lavrov empêché de se rendre en Serbie. La Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont fermé leur espace aérien au vol du chef de la diplomatie russe. Fureur immédiate de Moscou qui juge cette mesure scandaleuse et hostile. Ces 3 pays européens membres de l'OTAN appliquent les sanctions imposées à la Russie après le déclenchement de l'offensive en Ukraine. La ligne de Bruxelles dans les Balkans et en Ukraine est essentiellement la même. Mais dans les Balkans, l'Union européenne favorise seulement ceux qui portent atteinte aux intérêts des Serbes. Et en Ukraine, l'OTAN et l'UE soutiennent un régime qui a depuis longtemps déclaré la guerre à tout ce qui est russe. Puisque Sergei Lavrov ne peut pas aller en Serbie, c'est le président serbe qui ira à Moscou. Le chef de la diplomatie russe est visé par les sanctions européennes, tout comme le président Poutine. La Serbie reste le plus proche allié de la Russie dans la région et a refusé de se joindre aux sanctions contre Moscou, même si elle a condamné l'invasion en Ukraine. Nous resterons toujours en Russie. Sergei Lavrov a parlé. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a donné une conférence de presse en visioconférence sur les questions actuelles de l'agenda international ce 6 juin. Écoutons un extrait. Notre ministère. Maintenant, j'aimerais passer la parole à M. Sergei Lavrov. Chers collègues, bonjour. Hier soir, nous avons eu beaucoup de questions émanant des SMI, des agences de presse représentées ici, sur cette décision sans précédent qui a été prise par certains membres de l'OTAN. Et c'est une décision qui ont fait obstacle à la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Serbie. Et ce qui s'est produit est absolument inouï. Et je comprends l'intérêt suscité à l'égard de notre réaction. Et c'est une privation du droit d'un pays souverain à mener sa politique. Donc, c'est l'activité internationale de la Serbie qui a été
bloqué, en tout cas en direction de la Fédération de Russie. Ici, nous n'allons pas tourner autour du pot. C'est une illustration très claire de la façon, du point jusqu'où est allée l'OTAN pour user des moyens les plus mesquins pour faire pression sur les pays, face aux pays qui ne sont pas prêts à renoncer à leurs principes et qui veulent respecter leurs règles, contrairement aux règles qui sont imposées par les pays occidentaux. Et si la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Serbie est perçue par les pays occidentaux comme une menace à l'échelle mondiale, cela signifie que les affaires vont vraiment très mal dans les pays occidentaux. Et les cris qu'on entend ces derniers temps, en disant par exemple que la Serbie doit faire un choix définitif, et j'ai entendu par exemple l'ancien Premier ministre de Suède et ministre des Affaires étrangères, Carl Bildt, qui a fait de grandes déclarations sur le fait que le pire que puisse faire la Serbie pour gâcher sa perspective européenne, c'est d'accueillir le ministre russe des Affaires étrangères. Comment apprécier ce genre de déclaration? Ou l'ambassadeur américain Hill à Belgrade a dit que lorsque, après la publication d'un grand article sur ma venue prévue, et qui disait quelles étaient les perspectives et qui se demandait quelles étaient les perspectives entre la Serbie, la Fédération de Russie, les pays occidentaux. Et je pense qu'ici, c'est pas difficile pour tout observateur de comprendre qu'à Bruxelles, il n'y a même pas de place pour l'égalité élémentaire entre les pays souverains, mais la fameuse liberté de choix que réaffirme sans cesse Bruxelles. Ici, ça n'a pas lieu d'être. Et donc, dans les discussions qui ont lieu actuellement, quand nous proposons de signer un accord, un traité sur la sécurité avec les États-Unis, avec l'OTAN, quand on parle du caractère indivisible de la sécurité, du principe selon lequel on ne peut pas renforcer sa sécurité aux dépens des autres, on nous parle seulement de liberté de choix des partenaires. Et maintenant, ce principe proclamé sur les toits par Cette fois-ci, nous irons en Angleterre. Après des mois de scandale du Partygate, Boris Johnson n'a plus que quelques heures pour sauver sa place. Le Premier ministre britannique affronte lundi soir un vote de défiance de sa majorité. Voici explication de Bruno Darro, chroniqueur international pour France 24. Écoutons un extrait. Bonjour. Ce sont les suites du Partygate, mais pas que. Pas uniquement, en effet, même si ce qui s'est passé lors du Partygate, et notamment le dernier rapport accablant de la haut fonctionnaire Sue Gray, ont joué quand même un grand rôle. Il y a eu du coup aussi le résultat assez mauvais des dernières élections locales début mai, au cours desquelles le Parti conservateur a subi quand même pas mal de revers, d'où une inquiétude pour les députés de ce parti, plus effectivement la politique ou la façon de mener la politique de Boris Johnson, notamment dans la lutte contre l'inflation, une inflation qui est en hausse, notamment aussi dans la mise en place compliquée du Brexit, notamment concernant le protocole de l'Irlande du Nord que Boris Johnson veut revoir à tout prix aux grandes dames de l'Union européenne. Ça crée des remous au sein de sa majorité et plus généralement sur le fait qu'en fait beaucoup de députés conservateurs se disent qu'avec le Partygate et toutes les raisons que je viens d'évoquer, en fait, on ne voit pas très bien quelle est la direction que veut donner Boris Johnson à son pays après la crise du Covid, après le Brexit, et à même pas 2 ans, ce sera en mai 2024, des prochaines élections générales. Donc, beaucoup de députés s'inquiètent pour leur siège, pour leur sort, et c'est ça qui rend un peu incertain
l'issue du vote qui est organisé ce soir. Donc c'est très incertain, on ne sait pas s'il survivra à cette motion de défiance. Déjà, on a été un peu surpris que ce soit annoncé ce matin, que les procédures de ce qu'on appelle au sein du Parti conservateur le comité 1922, qui stipule que pour lancer une motion de défiance contre un leader, il faut au moins 15% de lettres qui aient été reçues par le président de ce comité, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a au moins 15%, ça fait 54 parlementaires. Il y a au moins 54 parlementaires, peut-être qu'il y en a plus, sur les 360 députés conservateurs de la Chambre des communes, qui ont estimé que le parti allait à sa perte, en quelque sorte, avec Boris Johnson, que donc une motion de défiance va être organisée ce soir. S'il perd, eh bien Boris Johnson devra démissionner. S'il gagne, normalement, il ne pourra plus être inquiété pour un an, mais en tout état de cause, ce vote traduit quand même une position devenue fragile pour lui. Il faut rappeler que quand c'est arrivé à ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de Theresa May, de John Major, et a fortiori de Margaret Thatcher, parfois ils ont gagné un vote de défiance comme ça, et quelques semaines ou quelques mois après, ils ont dû quand même quitter le pouvoir. Rendez-vous ce soir. Merci beaucoup. Avant de fermer cette page internationale, c'est l'heure de zoomer la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, nous allons retrouver deux confrères de Canal 10, le docteur Omotunde, qui a été sur le plateau. Il nous explique comment le matérialisme de l'Occident est à l'origine de la destruction de la planète. Écoutons un extrait de l'émission. Il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont déroulées parce que le temps, il est immense. Si on prend comme base l'apparition de l'homme aux alentours de 350 000 ans, le fait que le premier humain africain s'installe en Europe aux alentours de 35 000 ans, donc on voit bien que... Les 2000 années... Vraiment. C'est-à-dire que on dit, oui, l'humanité n'a jamais été aussi nombreuse, qu'est-ce qu'on en sait? On n'a pas recensé les hommes et les femmes qui vivaient avant. Bon, d'autant plus que à cause du calcul de l'intensité démographique qu'a représenté au niveau de la mortalité le commerce négrier, la colonisation et la colonisation d'une façon générale des pays du Sud, vous comprenez bien que les comptes seront toujours hors taxe, jamais TTC. Parce que le but du jeu, c'est de ne jamais avouer combien d'humains sont morts en réalité. On voit quand même qu'on a une approche, par exemple, pour l'Amérique du Sud, où on voit qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, vous avez plus de 50 millions de personnes qui disparaissent. Donc on voit que les choses sont quand même relativement sérieuses. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas, je dirais, partir du principe qu'il y a eu plus d'humains depuis le zéro arbitraire des Occidentaux par rapport à avant. Par contre, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. Il faut savoir une chose qui est quand même très mystérieuse, c'est que un professeur d'histoire compétent vous dira que les Grecs étaient polythéistes. C'est-à-dire rattacher cette histoire-là à des Grecs polythéistes. En Grèce, on ne disait pas le Dieu, on disait les dieux. On faisait des holocaustes aux dieux, on faisait des offrandes aux dieux, on faisait des sacrifices aux dieux. C'est-à-dire aux dieux au pluriel. Donc rattacher tout cela déjà à la dimension, je dirais, du christianisme, c'est quand même assez étonnant. Parce que même au début de l'Empire romain, 325, c'est là où on a le concile de Nicée, de Constantin, mais avant. Vous voyez, avant, au début, l'Empire romain était polythéiste. C'est après qu'ils ont adopté Mitra, et ensuite qu'ils ont adopté finalement le christianisme. Mais ça a pris beaucoup de siècles, ça a pris des millénaires, ça a pris du temps. Donc, ce qu'il y a de très étrange dans cette façon de faire, et je dirais qu'il faut un peu remonter la piste des informations, c'est pouvoir comprendre comment aujourd'hui une personne d'ascendance occidentale arrive devant une personne d'ascendance africaine et lui raconte un certain nombre de choses en jouant sur le fait que, comme c'est lui qui détient les annales historiques de l'humanité, il a caché une partie, et une grande partie de l'histoire de l'humanité à cette personne d'ascendance africaine, puisqu'il ne faut pas oublier que les grandes bibliothèques, Alexandrie, tout ça, ont été brûlées par les Occidentaux. Et à partir de là, il vient raconter quelque chose qui n'est justifié ni par l'archéologie, ni par la traduction des textes anciens. Donc ça veut dire que... C'était un extrait de l'émission sur Canal 10 en Guadeloupe. La production est signée de Prod. Réalisation Télébeltor pour le cœur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde.
Couleur du temps pour aujourd'hui, Boston, 74 degrés Fahrenheit, 23 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Et on sera la défaite de Boston Celtics face aux Golden State Warriors. Le prochain match est pour mercredi. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi, bonne semaine, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.